votre invitation à venir parler dans ce lieu hautement historique lié aux guerres de Vendée et lié évidemment aux colonnes infernales, et de me donner ainsi l'occasion de parler de ces colonnes infernales. 3 ans de combats fratricides entre mars 1793 et mars 1796, jusqu'à 95% des maisons rasées en certains endroits, de 20 à 45 000 réfugiés hors de la zone des combats, de 60 à 100 000 soldats républicains mobilisés dans l'armée de l'Ouest, des milliers de viols, entre 140 et 220 000 morts au total. La guerre infernale, selon les termes des représentants du peuple Turreau et prieurs de la Marne, n'a jamais aussi bien porté son nom. Elle est restée dans l'histoire sous le nom de guerre de Vendée. Elle est ainsi nommée par Barère, à la barre de la Convention nationale, le 23 mars 1793, lorsque les conventionnels apprennent l'échec militaire du général Marcé près de la Guérinière, au cœur du département de la Vendée. Le département est ainsi improprement identifié à une révolte en vérité bien plus étendue, du sud de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du nord des Deux-Sèvres et de la Vendée, et qui a éclaté bien avant cette bataille, dès la fin du mois de février 1793, et surtout au début du mois de mars, autour de Cholet et sur la rive sud de la Loire. Cette guerre s'étend au plus fort de la guerre civile sur un territoire de 10 000 km². La période que j'étudierai plus particulièrement cet après-midi est celle des colonnes. Elle se déroule du 21 janvier 1794 à la signature des paix de 1795, en février avec Charette, en mai avec Stofflet, les deux principaux chefs vendéens encore en vie à cette période. Mais vous l'avez bien compris, si vous connaissez un petit peu la Vendée, les manœuvres vont vite reprendre malgré la signature des paix de 1795, les accords ne tiennent pas. 21 janvier 1794, c'est le moment où le général en chef, Turreau, décide, avec l'accord du Comité de salut public et de la Convention nationale, de sillonner la Vendée militaire par des colonnes de soldats républicains, chargés dans un premier temps de rafler les grains dont l'armée a cruellement besoin et de soumettre le pays. C'est cette période-là que j'ai choisi d'étudier avec les perspectives méthodologiques nouvelles à l'œuvre dans les autres périodes historiques, telles que la micro-histoire et l'anthropologie historique. Les archives sur lesquelles je me suis appuyée sont issues à la fois des archives départementales près de Paris. Ce sont des archives militaires, des archives historiques de Vincennes. Elles étaient peu connues, ces archives. Elles sont très malaisées à consulter, surtout pour une provinciale comme moi, parce que c'est très difficile de consulter plusieurs archives à la fois. Mais on a la chance, depuis de voir, elles sont en ligne sur le site des archives départementales de Vendée. Alors, le nombre de cotes n'avait jamais été compté sur ces colonnes infernales, et j'en ai relevé 2600. 2600 cotes. Je sais par exemple que sur la chouannerie, il y en a au moins autant. Et puisque je travaille sur la pacification, j'en suis à peu près à 2000 cotes, là encore, sur la pacification. Donc vous voyez le nombre de centaines de rapports qui restent aux archives de Vincennes. Alors, ces rapports de Vincennes, je vais en parler beaucoup, sont des rapports qui ont été centralisés par l'armée, qui émanent soit des généraux en chef, Turreau le premier, soit du ministre de la guerre ou de la commission de la guerre, de la Convention nationale, du comité de salut public, mais aussi des autorités républicaines sur place, en Vendée, des représentants du peuple, des soldats, des officiers républicains, des généraux, et puis tous les services qui gravitent autour de l'armée de l'Ouest. La source est très variée. Certains documents vont comporter simplement quelques lignes, d'autres des dizaines de pages. Certains généraux n'écrivent quasiment jamais, c'est ceux que j'ai appelés les taiseux. Ils font la guerre, la sale guerre par excellence, mais ils ne disent rien de la guerre qu'ils mènent. D'autres, à l'inverse, vont écrire plusieurs fois par jour. Ils partent le matin en manœuvre, ils écrivent. Ils arrivent le soir, à la fin de leur manœuvre, ils écrivent. Cet ensemble donne une vision assez inédite dans son exploitation, à la fois intime, personnelle, mais aussi globale, militaire, politique, des événements de la Vendée en 1794.
Alors, pour que vous puissiez comprendre un tel livre, il faut que vous compreniez ma méthode et mon point de vue. Est-ce que vous m'entendez tous? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Oui. Mon point de vue, il est particulier, hein, car évidemment, j'ai pris les rapports de ces républicains et j'ai voulu montrer le point de vue de ces républicains militaires et civils sur la guerre qu'ils sont en train de mener en 1794. Ce n'est pas une autre guerre de Vendée que j'ai écrit, mais c'est un point de vue extrêmement particulier, je pense très difficile, puisque c'est dans l'œil du bourreau que je me suis placée et que j'entraîne aussi mon lecteur. Stéphane Audouin-Rousseau l'a rappelé dans un de ses ouvrages sur les violences de guerre du XXe siècle. Analyser les pratiques de violence combattantes, c'est nécessairement se placer à un moment ou à un autre dans l'œil de ceux qui les ont mises en œuvre. Compte tenu de la nature particulièrement répugnante de ces dernières, il n'est pas difficile de souligner la difficulté de l'entreprise d'historisation. Alors évidemment, ce sera la vraie difficulté que j'avais à écrire ce livre, c'est est-ce que je vais être bien compris dans ma méthode? Je n'adopte pas le point de vue des républicains, j'en rends compte, c'est-à-dire j'essaie d'expliquer comment une armée prise dans la guerre civile rend compte de cette guerre civile. J'ai abordé bien des sujets dans mon livre sur les colonnes, la logistique, les manœuvres, les liens d'amitié, le réseau, les liens de détestation, de haine entre officiers, entre républicains, le pouvoir républicain, le pouvoir entre les autorités républicaines sur le terrain et à Paris. Et cet après-midi, je vais essayer de montrer ce qu'est cette armée en campagne dans le contexte de violence paroxystique qu'est la guerre civile. Alors, je suis un petit peu bavarde, j'espère que j'aurai le temps de vous parler des 3 points que j'ai choisis. D'abord, vous montrer ce qu'est cette armée de l'Ouest, la logistique de cette armée de l'Ouest, les moyens pour mener une guerre, et en particulier une guerre civile. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une analyse de ces républicains en 1794 parce qu'ils ont connaissance de ce qui se passe en Vendée depuis 1793. Vous avez le spécialiste de la guerre de Vendée en 1793, 94 et 95, c'est Barère, tout le monde le cite, mais c'est lui qui, au comité de salut public, s'intéresse à la Vendée. Et au 1er octobre 1793, il exprime avec beaucoup de lucidité le problème de la guerre qu'on est en train de mener en Vendée militaire. Trop de représentants, trop de généraux, trop de divisions morales, trop de divisions militaires, trop d'indiscipline dans les succès, trop de faux rapports dans les récits des événements, trop d'avidité, trop d'amour de l'argent, et de la durée de la guerre dans une grande partie des chefs et des administrateurs, il parle des républicains. En fait, en 1793, à la fin de l'année 1793, 5 plans différents ont été proposés à la Convention nationale et au Comité de salut public. Et ils émanaient la plupart du temps de généraux républicains qui étaient sur place en Vendée. Au fond, 2 stratégies se dessinaient. Soit une stratégie des colonnes, et c'est ce que le général Rossignol, par exemple, appuyé par Ronsin, qui était plutôt de tendance sans culotte, qui était d'ailleurs des sans culottes, le général Rossignol voulait cette stratégie. Il estimait qu'il fallait répartir l'armée de l'Ouest en 5 colonnes pour sillonner le pays insurgé et qu'on finirait bien par éradiquer cette Vendée militaire. Et puis il y a un autre plan, c'est la surveillance de la Vendée à partir de la périphérie, c'est-à-dire placer des camps et faire en sorte que les Vendéens ne sortent pas de cette espèce de nasse tenue par les camps. Alors, il y avait différents représentants qui étaient pour ce plan. Celui qui a travaillé, qui a le plus d'ailleurs revu et corrigé son plan, c'est le général Kléber, qui lui, effectivement, estimait qu'il fallait ces camps retranchés autour de la Vendée. Et puis, il s'agissait d'attaquer les chefs les uns après les autres. Alors, bien sûr, en janvier 1794, le chef qu'on connaît et qu'on attend de capturer depuis longtemps ou de tuer, c'est Charette. Et puis Kléber, on désigne un autre, la Catlinière. À cette époque, il ne connaît pas véritablement l'œuvre de Stofflet. Alors attention, quand Kléber propose le plan des camps autour de la Vendée, c'est pas forcément par bonté d'âme, même si lui, c'est un général qui est en Vendée depuis
l'automne 1793, et il sait très bien qu'il faut absolument éviter que l'armée de l'Ouest soit en contact avec la population, dans l'intérêt de la République, hein, avant tout parce qu'il comprend le danger vendéen, il l'a expérimenté aussi. Et Savary va donner la version de la réaction de Turreau devant le plan Kléber, qui n'est pas du tout évidemment le plan Turreau. Après y avoir jeté un coup d'œil, il dit froidement « ce n'est pas là mon plan ». Kléber dit à ce moment-là « si on prend le plan des colonnes, eh bien on va forcer, je cite, tous les paysans de l'intérieur qui ne demandent plus que la paix à se réunir en masse et l'on verrait une nouvelle armée se former dans la Vendée. » C'est presque prémonitoire, bien sûr. Certains historiens disent que c'est tellement prémonitoire que ça n'a jamais existé. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si le plan Kléber n'est pas accepté, c'est tout simplement parce qu'il s'appuie sur le long terme. C'est une guerre de position que les militaires français connaissent depuis la fin du XVIIIe siècle. Une guerre de position qui est d'ailleurs enseignée dans les écoles militaires à la fin de l'Ancien Régime. Mais cette guerre de position, finalement, elle va être longue, beaucoup trop longue. Et la Convention nationale et le Comité de salut public vont choisir le plan des colonnes, le plan Turreau, par facilité. Pourquoi ? Parce que les armées républicaines ont besoin de grains, et les colonnes sont la promesse de grains facilement raflés parce qu'on pense que la population est exsangue. Et puis, là, les armées républicaines ont besoin d'hommes. Le plan Turreau, c'est la promesse de soldats rapidement disponibles une fois la Vendée vidée de ses substances. C'est pour des raisons de facilité que finalement on a choisi ce plan Turreau. Mais ce plan Turreau, il va décevoir très vite. J'ai presque l'impression qu'il va décevoir dès les premiers jours, mais en tout cas officiellement dans la Convention nationale, 2 semaines après. D'abord, le plan Turreau, il repose sur l'armée de l'Ouest dont je vous ai parlé. C'est de 30 à 100 000 hommes mobilisés dans l'Ouest. Alors 30 à 100 000 soldats républicains, ça n'est pas la même chose. Or, c'est Robert, qui est le général divisionnaire de l'état-major, et Turreau qui avancent ces chiffres. Vous voyez, ils sont les chefs de l'armée de l'Ouest, et ils ne savent pas combien d'hommes ils disposent en Vendée militaire. Ça montre déjà, ça révèle déjà les faiblesses de cette armée de l'Ouest. Quoi qu'il en soit, ce chiffre, que l'on retienne 30 000 ou que l'on retienne 100 000 hommes, est considérable à l'époque, à l'échelle d'une armée. Pourquoi ? Parce qu'à la veille de la Révolution française, l'armée du roi compte 165 000 hommes. Si on retient 100 000 hommes, vous voyez, sur une seule armée, l'armée de l'Ouest, la force que cela suppose. Et ici, vous n'avez qu'une armée, mais la République avait mobilisé une douzaine d'armées. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce sont des forces considérables. Mais, et c'est cela sans doute qui est le plus surprenant dans ces colonnes infernales, sur le terrain, il n'y a pas 30 000 hommes, ou il n'y a pas 100 000 hommes. En réalité, ces colonnes, elles rassemblent 2500 hommes, 1000 hommes, voire 300 hommes, voire 600 hommes. C'est extrêmement variable d'une colonne à une autre. Par exemple, la colonne du général Moulin, en théorie, quand il est affecté sur le terrain, du côté de Chalonne, il est persuadé, Turreau lui a promis, hein, il n'est pas encore parti sillonner le pays, Turreau lui a promis 2500 hommes. Il arrive à Chalonne, qui est une bourgade militaire, républicaine, et là, il trouve 650 hommes. Et il a comme obligation stratégique de son chef de diviser sa colonne en deux, pour que les colonnes marchent de concert, l'une à côté de l'autre, et pour que finalement les colonnes s'épaulent l'une et l'autre. Eh bien, que fait Moulin ? Il n'est pas parti, qu'il écrit à Turreau en disant « Non, je ne scindrai pas en deux cette colonne, d'abord parce que tu m'as promis 2500 hommes et je n'en ai pas 2500. » Donc dès le départ, Turreau sait qu'il n'aura pas ces fameuses 12 colonnes subdivisées, qu'il n'aura que 11 colonnes et que sa stratégie n'est pas viable. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à aucun moment, il n'avertira le comité de salut public ou la Convention nationale qu'il a changé de stratégie, tout simplement. Il dira toujours qu'il y a 12 colonnes, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y a pas 12 colonnes. Alors, très vite, en février 1793,
là encore, Barère, puisque c'est lui qui prend la parole dès que c'est la Vendée, Barère écrit à Turreau et même à l'armée de l'Ouest la déception du comité de salut public, puisque le comité de salut public espérait surtout que l'armée de l'Ouest s'occuperait bien plus de détruire le noyau des rebelles que de sacrifier les habitations isolées, les fermes utiles et les villages fidèles ou non dangereux. Alors ce sera l'objet de mon deuxième point. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces colonnes, c'est au-delà de la stratégie ratée ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on suit le plan Turreau, est-ce qu'on ne le suit pas, j'ai essayé de m'intéresser à l'adaptation politique et militaire des généraux et des soldats engagés dans cette guerre civile. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le commandement de cette armée de l'Ouest, contrairement à ce qu'on pensait, ce commandement, il est expérimenté. Bien des historiens pensent que les officiers qui servent dans l'armée de l'Ouest et dans les colonnes, c'était des jeunes officiers, plutôt inexpérimentés, ce qui expliquerait en partie leur incapacité à tenir leurs hommes, à combattre l'indiscipline de leurs troupes. D'autres historiens, qui n'ont travaillé que quelques généraux, ont pris comme modèle le général Hoche, qui a 26 ans en 1794, qui est issu du rang. Il était caporal en 1789, son père était garde du chenil du roi selon le dossier militaire de Vincennes, le dossier militaire de Hoche, et d'une certaine manière, Hoche symboliserait à lui tout seul cette génération de généraux ayant servi en Vendée. En fait, pas du tout. Les généraux en chef, si on prend que les généraux en chef, eh bien, ils sont plutôt mûrs pour l'époque. Turreau a 38 ans, alors 38 ans pour nous c'est un jeune homme, mais à la fin de l'Ancien Régime, vu les conditions de la démographie, 38 ans c'est un homme mûr, d'expérience. Vimeux, lui, il a 57 ans. Canclot, il a 54 ans. Et si on regarde les généraux de colonne, c'est-à-dire les officiers sous les ordres des généraux en chef, certes Bonnaire, Amet ou Cordelier ont entre 24 et 27 ans, mais les trois quarts de ces officiers ont plus de 35 ans, et même un tiers a plus de 45 ans, c'est-à-dire proche de la retraite. Et certains ont vécu plusieurs vies avant d'arriver en Vendée. C'est le cas par exemple d'un général qui s'appelle Crouzat. Alors évidemment, il laisse dans les colonnes infernales le pire souvenir qui soit, puisque Crouzat est responsable de bien des massacres en Vendée militaire, en Vendée angevine. Il s'est engagé à l'âge de 19 ans comme simple soldat en 1754 et il va gravir les échelons au fur et à mesure des campagnes. Il va servir au Hanovre, il va servir en Corse, il va servir contre les Anglais à Cancale. Il est reconnu, sa valeur militaire est reconnue du temps du roi, puisqu'il arrive, ce qui est exceptionnel, à un grade d'officier en 1776. Et il va même obtenir une distinction extrêmement rare vu son profil, puisqu'il est fait chevalier de Saint-Louis à la fin de l'Ancien Régime. Il est au fait de sa carrière, et la Révolution va continuer son ascension sociale et militaire, puisqu'il parvient au grade de général. De même, si on place tous ces officiers et on les compare avec les autres officiers des autres armées mobilisées sur le front extérieur, on se rend compte que ce sont des généraux, passez-moi l'expression, ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, comme les autres généraux d'ailleurs, ils ne sont pas originaires des couches sociales les plus basses. Il n'y a pas un seul ouvrier, il y a un seul fils originaire du monde de la paysannerie, de fermier, mais attention, les fermiers, c'est une forme d'aristocratie de l'agriculture. Autrement dit, comme les autres historiens qui travaillent sur les autres armées, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces généraux sont expérimentés. On ne peut pas expliquer les massacres par leur inexpérience. Et ce ne sont pas des hommes frustrés, envieux, ambitieux, ce ne sont pas des hommes nouveaux, ce ne sont pas des parvenus qui ainsi auraient laissé faire. C'est un contresens historique total. Alors, ce qui m'a le plus surprise dans ces archives et dans ce profil des officiers, je me suis dit que finalement,
quand on fait la guerre civile, avec une part de manichéisme, comme vous devez bien vous en douter, total, hein, vous avez les bons et les méchants. Du point de vue républicain, évidemment, les méchants sont les Vendéens, on en reparlera. Eh bien, je me suis dit que finalement, c'était des gens convaincus. Ils faisaient la guerre pour la défense de la République, ou en tout cas, officiellement, sous leur plume, j'allais trouver constamment cet argument. Et bien, en réalité, non, ils parlent très très peu de leur combat idéologique quand ils sont en Vendée, très rapidement. Bien sûr, ce qui va revenir constamment sous leur plume, c'est le fanatisme vendéen, c'est-à-dire la religion, mais j'aurais cru que ce serait le prétexte de grandes envolées lyriques sur leur engagement et la défense du front républicain. Pas du tout, en réalité, pas du tout. De même, ce que j'ai trouvé, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas toujours audible, hein, quand on met en perspective les massacres vendéens, bien souvent, hein, que ce soit sur le front extérieur comme sur le front intérieur, eh bien, ces armées républicaines font une guerre dans un contexte de misère. Pourquoi ? Parce qu'elles sont extrêmement mal équipées. Hein. Il y a très peu d'hommes qui sont équipés. Il y a pourtant des stocks militaires. En Vendée militaire, j'ai trouvé par exemple un stock assez impressionnant à Saint-Florent-le-Vieil, sur la Loire. J'ai calculé qu'en réalité, hein, l'arsenal de Saint-Florent-le-Vieil pouvait équiper entre 25 000 et 30 000 républicains dans un rayon de 40 à 50 km. Donc, quand je dis une guerre de misère, c'est assez paradoxal parce que les stocks d'armement sont bien en Vendée. Mais en réalité, ils sont mal gardés, ils sont mal distribués et finalement, ces républicains se plaignent constamment de leur sous-équipement. Mais ce sera le cas aussi sur les autres fronts, les autres armées mal équipées à l'extérieur. Et puis surtout, ce que j'ai montré, je pense, c'est le pouvoir énorme des généraux sur place en Vendée. Ils ont toute l'attitude en réalité. C'est pourquoi j'ai créé un néologisme, la généralocratie, c'est-à-dire le pouvoir complet, l'autonomie de ces généraux de colonne en Vendée militaire de 1794. C'est-à-dire que l'échelle du commandement est extrêmement resserrée, comme vous pouvez l'imaginer, puisque par colonne, si on trouve 1500 hommes grand maximum, ou 2000, eh bien, le général a toute l'attitude sur ces 2000 hommes. En plus, la nature du pays renforce davantage encore cet entre-soi militaire et renforce l'autorité du général de colonne. De même, également, le général en chef effectue très peu de sorties sur le terrain, c'est-à-dire surveille très peu ses hommes. Assez paradoxalement, là encore, c'est Turreau qui est le plus rentré en Vendée militaire. Mais Vimeux, par exemple, il ne va quasiment jamais dans les zones de combat. Conclos, c'est la même chose. Alors, évidemment, se pose la question de l'État. L'État républicain, et vous allez le voir avec la haine de l'autre, hein, les massacres, l'État républicain qui va vite savoir ce qui se passe en Vendée et qui ne réagit pas. L'État est assez lointain de Turreau, sauf de temps en temps, vous voyez avec Barrère qui le tense. Un État qui finalement laisse complètement la main à Turreau et aux généraux de colonne jusqu'en mai 1794. Et là encore, c'est assez difficile à comprendre. En mai 1794, au moment où la terreur à Paris est en train de s'aggraver, c'est-à-dire les procédures judiciaires, par exemple, du tribunal révolutionnaire sont en train de s'aggraver, eh bien, l'État républicain va tenter une déflation en Vendée en reprenant la main, en destituant Turreau, en limitant les grandes marches, et en particulier le remplaçant de Turreau qui est Vimeux, je vous l'ai dit, eh bien, Vimeux va essayer de cantonner au maximum l'armée de l'Ouest dans les camps. Et puis, en renouvelant aussi le personnel des représentants du peuple en Vendée, et ainsi sont destitués Hens et Franck Estel pour être remplacés par d'autres représentants du peuple plus nombreux et qui vont véritablement surveiller justement ces généraux. Alors je passe à mon dernier point qui était le plus difficile certainement dans les archives à étudier, à mesurer, c'est la haine de l'autre. Pour moi, c'est l'histoire, la partie de l'histoire de France la plus sanglante. Dans cette histoire de France, on est vraiment dans le théâtre des fureurs. J'ai eu l'occasion
pour essayer de comprendre et mettre en perspective ce qui se passait en Vendée, de travailler entre autres sur les guerres du XVIe siècle, les guerres civiles du XVIe siècle. Et c'est vrai que je me rends compte effectivement à quel point ici on est dans une espèce de cruauté assumée, totalement assumée, par les officiers, par les républicains. C'était ce qui m'intéressait aussi, de voir ces républicains qui définissaient leur rôle, et en particulier leur évolution. Nombre d'entre eux assument cette cruauté. Voilà, il y en a un. Alors j'ai trouvé tout son carnet de campagne aux archives départementales de Maine-et-Loire, ADML, c'est l'archive départementale de Maine-et-Loire. En avril 1794, il s'appelle Simon, il est membre du comité révolutionnaire de Saumur. Il est envoyé par les représentants du peuple, Hens et Francastel, qui commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui, décidément, ne va pas derrière l'armée de l'Ouest. Donc, vous imaginez Simon, c'est un civil, il doit être derrière l'armée de l'Ouest, il suit une colonne, mais en fait, eh bien, il prend plaisir à combattre les Vendéens, à tuer. Et il écrit ceci, il va écrire absolument tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait à ses collègues qui sont restés au comité révolutionnaire de Saumur. En vérité, je suis devenu le plus cruel des hommes. Mais à la paix, j'espère reprendre ma sensibilité naturelle et jouir avec vous des doux plaisirs de l'amitié. Je vous embrasse et suis votre ami et collègue. Ce qui m'a frappé, par exemple, dans cette lettre, c'est qu'il l'a écrite au moment où il relatait juste avant un massacre de civils. Il disait que c'était des civils. De même, vous avez, alors là c'est au service historique de la Défense à Vincennes, un officier qui dit, voilà, il n'en peut plus, il est sur le front depuis des semaines, et il va de massacre en massacre, et il dit de toute façon il faut passer au fil de l'épée les autres, c'est-à-dire les brigands, qui ne sont pas des enfants, parce qu'il racontait une séance où il trouvait des enfants dans des villages. Donc il faut passer au fil de l'épée les autres, des deux sexes, jeunes comme vieux, je suis devenu cruel. Les peines que m'a fait souffrir cette maudite vengeance me forcent de l'être. J'ai fait fusiller il y a environ un mois des gens que tu connais, c'est-à-dire des gens que je connais. Vous avez bien compris, évidemment, il y a très peu de filtres dans ces rapports. Alors, les qualificatifs qu'ils donnent à la guerre qu'ils mènent en disent long sur leur conscience de ce qu'ils font. Ils parlent de guerre affreuse, de guerre infernale, devenue malheureuse pour Turreau, par exemple, guerre horrible, désastreuse, je les cite tous, maudite guerre si différente qu'on la croit. Et puis Crouza, celui-là même dont je vous ai dit qu'il était extrêmement aguerri, c'est le moins qu'on puisse dire, il pense que c'est la guerre la plus pénible qui ait jamais existé. Alors, il ne faut pas le prendre pour de la rhétorique, ces expressions-là, elles reflètent effectivement ce qu'il faisait en Vendée. Alors, il justifie aussi les massacres, et en particulier, vous avez Hens et Francastel, ces représentants du peuple qui sont stationnés à Angers en février 1794. Ils ont une grosse responsabilité parce qu'ils arrivent de la Convention nationale, ils sont nommés représentants du peuple en Vendée militaire pour savoir si oui ou non on doit faire confiance à Turreau. Donc ils rencontrent Turreau, et le soir où ils rencontrent Turreau, ils vont envoyer un rapport au comité de salut public en disant bah oui, on peut faire confiance à Turreau, dans 15 jours il n'y a plus de Vendée. Et peu de temps après, voilà ce qu'ils écrivent à propos des Vendéens. Tous les habitants qui sont à présent dans la Vendée sont des rebelles tous acharnés. Les femmes, les filles, les garçons au-dessus de 12 ans sont les plus cruels, ils exercent des cruautés inouïes sur nos volontaires. Les uns sont coupés par morceaux et les autres brûlés, et ce sont des femmes qui commettent ces atrocités. Alors vous voyez ici, ce rapport justifie tous les massacres qui ont lieu avant, et justifie évidemment tous les massacres qui vont se commettre. Et puis c'est une attitude extrêmement classique que les psychanalystes connaissent dans toutes les guerres civiles, c'est l'attitude de la victime qui est le bourreau de toute manière. C'est bien là aussi la culpabilité des Vendéens pour ces représentants du peuple. En même temps, ce qui m'a assez surprise par rapport à ce que je connaissais de l'histoire militaire du XVIIIe siècle, ces officiers, ces républicains, eh bien, ils vont parler beaucoup de leurs sentiments, c'est-à-dire qu'en général, un soldat qui fait la guerre n'écrit pas sur ses sentiments. Et en particulier, il y a un sentiment qu'un soldat, un officier, a fortiori, doivent complètement oublier, occulter, c'est la peur.
Eh bien, c'est, à mon avis, hein, dans ce que je connais de l'histoire militaire et des rapports militaires que j'ai pu lire sur le XVIIIe siècle, eh bien, c'est la première guerre où on assume la peur panique qu'on a devant ses ennemis. Dubois-Crancé, qui est un militaire, qui est un représentant du peuple, en fait, là, il a la casquette du représentant du peuple début février 1794, c'est-à-dire ça fait même pas 3 semaines que les colonnes sont parties, et voilà ce qu'il dit, comme cette guerre est cruelle et qu'on ne fait pas de prisonniers de part et d'autre. Nos soldats ont peur des brigands comme les enfants ont peur des chiens enragés. Alors nous, évidemment, en 2017, la rage, hein, ça fait bien longtemps qu'on l'a oublié. Mais à l'époque, quand on vous met chien enragé et qu'on sait effectivement précisément quels sont les symptômes de la rage, on peut comprendre ce que Dubois-Crancé est en train de faire passer et à la Convention et au comité de salut public. Et puis aussi, justification des massacres, eh bien on voit des généraux qui vont massacrer sans distinction. J'en ai pris un, mais nous sommes à côté des Lucs sur Boulogne et nous connaissons bien cette histoire. Par exemple, vous avez le général Cordelier qui, en fin janvier 1794, fait tuer à la Jumellière, en Anjou, 59 personnes, dont des officiers municipaux venus en écharpe et le curé constitutionnel. Il n'y avait pourtant pas beaucoup de curés constitutionnels dans les Mauges ni en Vendée, vous le savez bien, vous pouvez bien vous en douter, ben voilà, il en restait un. Et Cordelier le fait tuer avec les autres, et alors ça, à la limite, voilà, les aléas des massacres, vous allez me dire, bah voilà, c'est un massacre de plus. Non, non, parce que là, il écrit, hein, et à Turreau, et au comité de salut public, il écrit qu'il a épargné le maire parce que lui seul lui paraissait patriote du village. Il l'écrit, c'est-à-dire selon ses propres critères, sans qu'il y ait de justice prononcée, j'ai presque envie de dire sur délit de faciès, eh bien, il met à mort 58 personnes et il en garde une vivante parce qu'elle lui paraît patriote. Et le scandale de cette affaire, c'est qu'en réalité, eh bien, ni Turreau ni le comité de salut public ne reprennent Cordelier en disant « mais là, ce que tu as fait, c'est un acte purement arbitraire ». Vous voyez cette espèce de silence et d'indifférence vis-à-vis de ce qui se passe en Vendée militaire. Guerre infernale, on a souvent pensé que finalement, c'était des soldats, des officiers qui avaient été sélectionnés en fonction de leur sadisme ou par leur manque de compassion, mais en réalité, ce sont des hommes ordinaires qui mènent cette guerre extraordinaire. J'ai même trouvé un bataillon de pères de famille qui est levé pour aller combattre en Vendée militaire et commettre donc les pires atrocités. Et c'est une véritable interrogation, bien sûr, sur la nature humaine. Primo Levi l'a fait bien avant moi. Il disait ceci, hein, les monstres existent, mais ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires. Alors, il y a une déshumanisation sans fin hein, de ces Vendéens par ces républicains. J'ai montré une typologie de la déshumanisation. Alors, je sais bien que la déshumanisation, c'est un terme à la mode chez les historiens, mais là, je voulais voir quelle forme concrète prenait cette déshumanisation de l'autre chez les républicains sur le terrain, pas la Convention, pas le comité de salut public, ceux qui véritablement étaient au contact des Vendéens. Ben, il y a 2 formes principales de déshumanisation et de métaphores. L'une qui file la métaphore de la maladie. Alors on va parler de gangrène pour désigner la Vendée, de peste, de rage. Ce sont des maladies qu'on craint au plus fort en 1794, évidemment. On va même parler des odeurs de femmes vendéennes qui amènent la pestilence, c'est-à-dire même les femmes vendéennes sont marquées par cette maladie-là. Et évidemment, ça suppose des solutions prophylactiques à l'égard de la Vendée. Et puis l'autre métaphore que l'on file, c'est la chasse, et en particulier la chasse aux nuisibles. La Vendée est un terrain de chasse, on assume, hein. On va parler de battus, de repères, de Vendéens blottis dans leurs repères. C'est un monde bien connu de l'Ancien Régime, la chasse évidemment. En 2017, tout le monde ne chasse pas, mais sous l'Ancien Régime, même si en théorie les paysans n'ont pas le droit de chasse, le sport national français en 1789, c'est le braconnage et c'est la chasse. Donc c'est un monde bien connu évidemment. C'était un vocabulaire que j'attendais, mais pour autant, j'ai été très surprise par la variété du vocabulaire et des chasses évoquées. Ça va du gros gibier aux petites proies, des battus à la pièce d'exception,
et même des proies exotiques. On va parler du tigre, de la tigresse vendéen ou vendéenne. Alors le tigre en 2017, bien sûr, c'est tout mignon et c'est une espèce en voie de disparition, etc., tout ce que vous voulez. En 1794, traiter son ennemi de tigre, c'est dire qu'en fait, c'est la duplicité, c'est la cruauté. Hein. C'est pas du tout un animal positif dans le vocabulaire de la fin de l'Ancien Régime, évidemment. Ce sont des militaires qui parfois assument totalement cette posture de chasseur. Or, ça n'est pas normal dans le sens où un militaire il fait la guerre. Eh bien, vous avez un général Coluchet qui dit bah, moi, je ne fais pas la guerre. Moi, je ne fais pas la guerre, je fais de la chasse. Et voilà, je vais vous raconter ma chasse. C'est-à-dire, effectivement, c'est une façon pour Huchet de dire la mort des femmes et des enfants. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'ils ne disent rien des fins de parties de chasse. C'est-à-dire que oui, ils dressent des bilans, ils font leur chasse, ils décrivent comment ils ont chassé les Vendéens, mais ils racontent fort peu la mise à mort de ces proies, entre guillemets, la réaction de ces Vendéens. C'est sans doute le seul filtre que j'ai trouvé dans les rapports des Vendéens, dans ces centaines de rapports de Vendéens, que les républicains mettent à leur récit. Alors, par leur vocabulaire, on voit aussi des républicains qui dénient la souffrance et la mort de l'ennemi. On va parler d'envoyer les Vendéens, alors on ne parle pas de Vendéens, on parle de brigands, de rebelles, de tout ce que vous voulez, envoyer au quartier général, faire passer derrière la haie, danser, et là je cite, une carmagnole complète bien avant dans la nuit, c'est la promesse de la mort pour les Vendéens, qui sont traités parfois à la bonne manière, c'est-à-dire exactement l'inverse, pour aller trouver Caron, ou bien l'évêque d'Agra, quand ils sont jugés fanatiques. Le commissaire civil, Simon, qu'on a déjà vu tout à l'heure, livre un chef vendéen à la commission militaire, et je le cite, qui lui fera siffler la linotte. Dans le langage courant, la linotte, c'est une personne écervelée, et la guillotine, c'est le supplice qui correspond le mieux à ce chef vendéen. Tant qu'à faire perdre la tête à son ennemi, eh bien, autant ironiser jusqu'au bout. Et à l'humour macabre se mêle la haine de l'autre. C'est une façon supplémentaire de jeter l'anathème sur les Vendéens, de les anéantir doublement, et par les actes, et par les mots. La haine, hein, c'est aussi un moyen, les historiens le montrent bien depuis l'Antiquité, c'est un moyen aussi pour cette armée de l'Ouest de cimenter son groupe face à l'adversité. Et cet humour macabre va se diffuser dans tous les rangs de l'armée de l'Ouest et va se retrouver jusqu'à la Convention nationale ou jusqu'au comité de salut public. Alors ce qui est aussi intéressant, ce qui m'a passionné dans cette déshumanisation, c'est de voir ou non l'adaptabilité des généraux qui comprennent à un moment donné, et c'est ça, quand est-ce qu'ils comprennent, hein, à un moment donné, ils comprennent que le climat en Vendée militaire est en train de changer. C'est-à-dire que de chasse que l'on menait, eh bien, il va falloir qu'on fasse la guerre à ces rebelles, mais armés. Et on voit par exemple un Crouzat qui est le premier à commettre des atrocités, à le dire, hein, sans quasiment aucun filtre, et qui va faire véritablement du rétropédalage, c'est-à-dire qu'il va, à ce moment-là, de plus en plus être prudent dans ses rapports, et même à la fin, il comprend qu'il n'a plus intérêt à être sur le terrain, et il demande à être muté dans un camp. Il sera d'ailleurs muté dans un camp à la Sorinière, près de Nantes, un camp républicain, ce qui lui permet d'éviter les contacts avec la population civile. À l'inverse, un Huchet, général républicain Huchet, qui menait cette chasse, eh bien, il ne comprend pas que le climat est en train de changer, et à Paris et en Vendée militaire. Et pour ma part, hein, d'après les archives que j'ai pu consulter, il va commettre le dernier grand massacre contre la population civile vendéenne. On est en juillet 1794, et il va mettre à mort au moins 500 personnes qui étaient occupées aux moissons. Et là, évidemment, ça va être le massacre de trop d'une certaine manière. Alors, à partir de l'été 1794, toutes ces figures de style n'ont plus cours en Vendée militaire. Il y a ici une espèce de censure. Et c'est vrai que de toute manière, on a bien vu sur les études sur les violences, que ce soit au XVIe, au XVIIe, au XXe siècle encore, il y a deux versants à la violence. Il y a un versant sombre, douloureux, et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier,
un versant enthousiaste, c'est-à-dire que chez certains soldats républicains, on voit une espèce d'enthousiasme à participer à ces massacres, à ce type de guerre. Il y a aussi une facilité pour certains républicains à tuer. Il y a une joie de nuire aussi à l'ennemi, évidemment. On le voit bien depuis très longtemps, et là je renvoie à des études qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre cette déshumanisation par les militaires. C'est les études de Corvisier sur la guerre à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce que j'ai montré aussi, je pense, dans ces colonnes infernales, c'est qu'il y a un état beaucoup plus gris de la guerre, avec la routine des tâches, quotidiennement dans les villes de garnison, de fortin, l'attente des manœuvres, l'attente de l'ennemi aussi, et puis les difficultés de logistique, évidemment. Alors au bilan, qu'est-ce que j'ai pu apporter sur les colonnes? Au moins comptabiliser précisément les morts donnés par les généraux républicains. J'insiste bien là-dessus, en fait. C'est un peu compliqué, mais vous allez essayer de me suivre. Je me suis rendu compte qu'en 10 jours de manœuvre, du 21 janvier au 31 janvier 1794, les généraux de colonne, enfin du moins ceux qui écrivent sur les massacres, je vous rappelle, il y en a une partie qui sont des taiseux. Je pense qu'il y a à peu près 40% d'officiers qui ne disent rien des massacres vendéens. Donc je ne peux affirmer ces chiffres que sur 60% de mes généraux que j'ai suivis à la trace, à leur tête des colonnes. Et ces généraux de colonne qui écrivent vont déclarer en 10 jours 1500 morts. Alors soit c'est 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 500, ça dépend. Au total, j'en ai eu donc 1500 morts, enfin j'ai ce chiffre de 1500 morts précis, sûr, absolument. Et puis, pour tout le mois de février, j'ai comptabilisé précisément plus de 7000 morts de ces généraux. Et entre janvier et février 1794, les rapports comptabilisent 45% des morts sur 8% du temps des colonnes pris en compte. Là, vous avez le paroxysme des violences. On comprend pourquoi Turreau est associé évidemment à ces colonnes incendiaires, à ces colonnes infernales, puisque c'est évidemment entre janvier et février que j'ai trouvé le plus de morts déclarées par les officiers. On est bien d'accord, c'est évidemment à partir des rapports des républicains. Suivez-moi bien dans la méthode. Entre mars et avril, 1000 morts, 1760 morts, et sous le commandement Turreau, 11 260 Vendéens tués. Au total, je suis sûre de 19 000 morts recensés par les républicains. Et évidemment, encore une fois, ce sont à partir des sources des républicains que les républicains veulent bien déclarer, puisque vous en avez une bonne partie qui m'échappe, qui nous échapperont, parce que les sources ne disent rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans cette Vendée militaire? À partir d'octobre 1794, c'est l'époque des grands procès thermidoriens, ce qu'on appelle les grands procès thermidoriens. Thermidor, c'est la mise à mort de Robespierre, la mise en accusation, puis Robespierre guillotiné, et évidemment, il symbolise, il le faut, vous comprenez bien, c'est une question politique, il faut qu'il symbolise à lui tout seul, ou presque à lui tout seul, la terreur parisienne. Seulement, voilà, on va continuer les procès, en particulier en province, et c'est le début d'un autre procès retentissant, et d'une mise en accusation, c'est celui de Carrier. La mise en accusation de Carrier est important, est un tournant dans la Vendée militaire. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour la Convention de faire, sur une échelle provinciale, c'est ma théorie en tout cas, sur une échelle provinciale, ce que la Convention a fait sur une échelle nationale. C'est-à-dire prendre un bouc émissaire ça sert à ça, vous prenez un bouc émissaire, Robespierre pour ce qui est de la terreur en France, Carrier pour ce qui est de la terreur en Vendée militaire, même si Carrier n'était pas en Vendée militaire, c'est surtout son rôle à Nantes qui va être évoqué lors de son procès. Mais effectivement, pour la Convention, eh bien, on règle des comptes et puis surtout,
on va essayer de passer à autre chose, et en particulier, on va commencer de réfléchir à la pacification. Alors depuis le printemps, on a quelques tentatives de pacification vis-à-vis de la Vendée, c'est pour ça que Turreau est arrêté, mais en réalité, la première véritable amnistie qu'on propose aux Vendéens, elle date du 2 décembre 1794. Alors, les procès thermidoriens, automne 1794, Carrier est inquiété, mais aussi Turreau est en prison. Certains de ses généraux également, comme Grignon, comme Guillaume, comme Cordelier, comme Boucret, comme Huchet par exemple, mais leurs procès ne sont plus une priorité pour la Convention nationale, puisqu'on a la tête de Carrier, ou on va avoir la tête de Carrier, et donc on ne va jamais véritablement faire leur procès. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que par exemple un Cordelier qui a écrit à la Convention nationale et un Turreau lorsqu'il met à mort cette municipalité de la Jumélière, pas de réaction. À ce moment-là, au moment des procès thermidoriens, eh bien on va ressortir l'affaire de la Jumélière, et là ça va lui coûter son poste, évidemment. Simplement son poste. Alors, cette guerre de Vendée, à partir de ces colonnes infernales, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la seule guerre par excellence, c'est la guerre fratricide, celle que les Français pensaient ne plus avoir à affronter depuis les déchirements des guerres de religion du XVIe siècle. Grosso modo, depuis 2 siècles, depuis la fin du XVIe siècle, la paix intérieure serait assurée en France, malgré la Fronde, malgré la guerre des Camisards sous Louis XIV, et puis d'un seul coup, eh bien, se réintroduit cette guerre civile, cette guerre fratricide. Alors la complexité de cette histoire de la guerre de Vendée, mais entre autres de cette histoire des colonnes infernales, est évidente ici. Hein. Il y a une forme effectivement de part maudite dans cette armée de l'Ouest. Et on voit bien la différence de 1793, où au moins l'armée de l'Ouest luttait contre une armée, alors en Vendée, angevine, c'était l'armée catholique et royale de l'Anjou, ici c'était plutôt Charette, eh bien on avait des armées constituées. Là, en 1794, il n'y a plus ni héros, ni véritablement victoire célébrée à la Convention nationale, ni célébration justement, ni commémoration. L'histoire des colonnes, ça va apparaître comme une espèce d'histoire monolithique, comme un bloc difficile à travailler. Comme le disait Crouzet, qui est spécialiste de la Saint-Barthélemy, il disait que c'est une histoire sans histoire, la Saint-Barthélemy. Eh bien, j'ai repris cette expression pour la Vendée de 1794, c'est-à-dire pour les Républicains, c'est une espèce d'histoire sans histoire. Il y a comme une chape de silence qui va tomber à partir de ces procès thermidoriens, à partir de l'automne 1794. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je suis prête à répondre, bien entendu, à vos remarques ou à vos questions. Merci. Civil, effectivement, c'est un terme générique. C'est évident, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur le fait que quand vous considérez que face à vous, vous avez des fanatiques, parce que vous êtes attachés à la religion de nos pères, hein, comme on voit bien dans les archives vendéennes, comme on le met, comment aussi ces prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé, au serment, on les appelle des réfractaires. Mais rien que ce terme, avant même de les avoir déportés ou de les avoir condamnés, le terme de réfractaire, ça veut dire traître, hein, c'est déjà placé, effectivement, tous ceux qui ne voudront pas cette constitution civile du clergé dans les ennemis de la République à combattre. Alors, je suis d'autant plus convaincue que c'est la religion qui est la ligne de fracture pour cette guerre de Vendée, que... on a souvent parlé de Dieu et le roi, et moi, dans les archives, alors là, cette fois départementales de Maine-et-Loire, quand les républicains interrogent les Vendéens,
on a un corpus qui est très difficile en tant qu'historien, c'est pas toujours très facile de se confronter à ce genre de sources désespérantes. Vous avez à peu près 4000 dossiers de la commission militaire angevine qui va envoyer justement à la mort au Poncé et à Avrier des gens qu'ils considéraient comme étant fanatiques. On voit qu'effectivement les gens, si ils sont raflés par ces colonnes infernales et ramenés à l'arrière, eh bien, ils vont assumer effectivement cette idée que non, la constitution civile du clergé, nous, ce qu'on veut, c'est la religion de nos pères. Et ils sont fusillés pour cette raison-là, vous avez raison, le fanatisme. Quand je vous disais que les généraux parlent de faire retrouver les Vendéens qu'ils ont raflés, faire retrouver ces Vendéens avec l'évêque d'Agra, l'évêque d'Agra, c'est effectivement placer les Vendéens dans le fanatisme, dans cette religion archaïque pour les républicains. Moi, ce qui m'intéresse, comprenez-le bien, c'est le point de vue des républicains. Pour l'instant, je n'ai absolument pas pu écrire une histoire des colonnes où j'ai mélangé les sources. C'est-à-dire, j'aurais pu tout à fait faire une histoire des colonnes, comme on en a d'ailleurs, où vous avez à la fois les témoignages de Vendéens, et ils sont nombreux sur cette période-là, et les témoignages des républicains, en particulier écrits après coup. Il y a par exemple une source que je n'ai pas voulu prendre en compte, qui est les mémoires justificatives de Turreau, parce que pendant qu'il est en prison, évidemment, il va écrire ses mémoires pour justifier de sa position, mais comme c'est écrit après coup, je ne les ai pas pris en compte. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est très compliqué, mais je trouvais que c'était comme ça que j'allais comprendre ce qui s'était passé en partie en Vendée, c'était le point de vue des républicains le jour, au moment où s'effectue la guerre de Vendée. Alors qu'après, qu'il y ait une guerre idéologique, que ce soit pour le fanatisme ou contre le fanatisme, je vous suis totalement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était prendre les bons hommes et les suivre à la trace, voir exactement comment ils rapportaient les faits. Alors évidemment, ils les rapportent de leur point de vue. Mais ça ne veut pas dire que j'adopte leur point de vue, ça veut dire qu'effectivement, je vous place, le lecteur est placé dans l'œil du bourreau. Ça, c'est la difficulté première de ce livre. Mais c'était ce que je voulais. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure de l'anthropologie historique, l'histoire militaire a été largement renouvelée depuis une vingtaine d'années, et on essaie ainsi, tous, les spécialistes de l'histoire militaire du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, vous verrez, il y a énormément de livres sur la bataille, et la bataille au ras du sol. C'était ça qui m'intéressait, au ras du sol. Alors c'est pas toujours très facile, c'est vrai. Il y a des moments où vous vous demandez véritablement si votre projet va aboutir, mais d'un point de vue méthodologique, c'était ce qui m'intéressait. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Merci. Je vous en prie. Oui, une question plus pratique. Est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions sur le mode de déplacement des colonnes? Souvent, vous les présentez sur le tableau comme si elles partaient d'un point pour parvenir à un autre. Est-ce que donc elles avaient en quelque sorte des itinéraires programmés? Est-ce que c'était au hasard des circonstances? Est-ce qu'il y avait éradication systématique, on va dire, ou est-ce qu'il y avait combat? Est-ce qu'il y avait reconstitution des colonnes dans telle ou telle circonstance? Est-ce qu'il y avait retour sur des bases arrières? Bon, voilà, c'était ça la question que je vais vous poser. Bien des questions, et je vous en remercie. Alors, je ne sais pas, non, je ne l'ai pas dit, tant pis, c'est pas grave. Alors, le plan Turreau, quand vous l'avez entre les mains, quand vous lisez, d'ailleurs, il est toujours cité, le plan Turreau, c'est simple, précis, net. Vous avez 6 points de départ. Et en sachant que le général qui a un des points va avoir un autre général sous ses ordres, ou un adjudant général, puisque c'était un officier qui existait à l'époque, et on va subdiviser la colonne et on va marcher de concert. Alors tu dis, tu pars de ce point-là, tu vas là, tu as une journée pour faire tant de kilomètres, enfin c'était pas des kilomètres à l'époque, mais tu as une journée pour rallier tel point, puis une journée, puis un. Et ainsi, disait-il, eh bien,
va prendre les Vendéens en tenaille. Tu parles, on ne savait pas trop si Axo, qui était de l'autre côté, faisait partie du plan Turreau ou pas. Axo, il avait lui aussi des colonnes, et il ne savait pas trop s'il faisait partie de ce plan Turreau. Donc au départ, bah non, puis après Turreau trouve que c'est plus pratique de l'englober. Et donc en fait, il estimait, Turreau, qu'on allait pousser les Vendéens jusqu'à l'Atlantique. Et vous aviez effectivement des marches extrêmement précises. Sauf que sur le papier, tout peut marcher, vous le savez bien, mais en réalité, rien ne fonctionne, tout simplement parce que déjà, ça m'a énormément étonné, et ça m'étonne toujours, les généraux partent en campagne, ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte. Et je suis en train de travailler sur 1795-1796, et encore en 1796, Hoche donne des ordres pour aller chercher des cartes Cassini, c'est-à-dire fin XVIIIe siècle, à Nantes, à des généraux qui sont sur le terrain vendéen. On pourrait penser quand même qu'il vaut mieux partir avec des cartes quand on est général, et ben non, hein, on partait sans carte. Alors, très vite, donc sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Que font les généraux de colonne? Ils ont deux solutions. J'en ai vu un qui s'appelle, il est d'Uzira, hein, il est adjudant général. Ben, il a deux solutions. Il va choisir les deux solutions, puis il va vite comprendre que c'est la première qui est la meilleure. La première solution, c'est de rester sur la route au maximum. Et donc, malheur à ces villages ou à ces bourgades qui sont sur des routes principales, qu'on connaît bien, parce qu'ils vont être, entre guillemets, visités à plusieurs reprises. Ça, c'est la première option de Duzira et des autres généraux. Et puis, de temps en temps, Duzira, ça le démange, parce qu'il a des informations, évidemment. Il sait que Stofflet n'est pas très très loin. Donc, on est à 2 pas, finalement, de cette forêt de Vezin. Il faudrait pénétrer cette forêt de Vezin. Et donc, eh bien, Duzira va partir, à partir de la route principale, vers la forêt de Vezin. Malheur, il échappe de peu à une catastrophe militaire. Il revient très très vite sur ses pas. Il dit « Oui, bon, bah, je sais bien, dit-il à Turreau, hein, j'aurais pu faire comme tous mes collègues, c'est-à-dire rester en zone sûre, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, et regarde-moi, je suis courageux. » Enfin, il l'a fait une fois, il ne le fera plus, parce que c'est extrêmement dangereux. En fait, les républicains ne tiennent absolument pas le pays, la Vendée militaire. Hein. Les républicains n'investissent pas la Vendée militaire, très peu, très peu. Hein. Et ceux qu'ils connaissent, ce sont les routes principales, et c'est tout. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions? Je ne suis pas, bien sûr, mais bon. Merci. On peut aussi savoir comment les officiers d'Ancien Régime ont pu devenir ces genres d'officiers. Pas du tout de la mentalité d'Ancien Régime. Qu'est-ce qui, à votre avis, les a fait basculer du côté obscur? La force, oui. Le côté obscur. C'est vrai que pour moi, c'est une véritable interrogation, parce que j'avais, comme tout le monde, lu beaucoup de choses sur l'armée de Mayence, ou bien sur certains chasseurs dragons qui étaient des vrais professionnels à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Les dragons, c'est véritablement les combattants d'élite. Et ces dragons, par exemple, eh bien, je les ai vus à l'œuvre. Alors, vous avez des chasseurs, vous avez des dragons. Alors, je vais prendre l'exemple qui m'a le plus frappé, ce sont les chasseurs de Cassel, qui sont en lien, qui sont commandés par souvent des officiers de Mayence, issus de l'armée de Mayence. Eh bien, ces chasseurs de Cassel, ils vont arriver, hein, ils sont assez auréolés de gloire, finalement, hein, ils sont bien comportés sur le front extérieur. Ils arrivent en Vendée. Alors, il y avait un accord avec les Alliés, hein, ils étaient libres de quitter Mayence à condition de ne plus reprendre les armes contre les Alliés pendant au moins 1 an. Donc, ils sont démobilisés, ou plus exactement, à ce moment-là, la Convention nationale décide de les envoyer en Vendée. Et c'est ce qu'ils font. Eh bien, ces chasseurs de Cassel, sans que je m'explique véritablement la raison, soit ils massacrent. C'est-à-dire, ce sont, encore une fois, des troupes d'élite. Ils sont à cheval, ils peuvent combattre à pied. Et donc, ils sont rapides, souvent ils sont en avant-garde. Donc, ils arrivent dans les villages et ils massacrent. C'est-à-dire, ils surprennent la population, évidemment. Les colonnes sont extrêmement bruyantes quand elles se déplacent. C'est ce qui va sauver la vie à bien des villageois. Mais les chasseurs qui arrivent à cheval, c'est trop tard. Donc, soit ils massacrent la population, et j'ai vu des cas, ces mêmes chasseurs de Cassel,
Les mêmes hommes qui vont arriver au galop dans certains villages, vont faire des grands moulinets avec leurs sabres, vont crier, vont faire en sorte que la population civile ait le temps de se protéger le plus vite possible des colonnes qui arrivent derrière. Pour qui? Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est la grande interrogation. C'est-à-dire, ça n'est... j'ai toujours été très frustrée de ce que je lisais sur la guerre de Vendée, où il y a trop de manichéisme. C'est-à-dire, il y a les bons, il y a les méchants. Il y a les bons, c'est les républicains, il y a les méchants, c'est les vendéens, hein, ou vice-versa. On se rend compte qu'en fait, là, vous avez une véritable interrogation, ne serait-ce que sur un tout petit groupe extrêmement solidaire des professionnels de la guerre, ces chasseurs de Cassel. Pourquoi, à un moment donné, ils vont sauver des vies, et à un autre moment donné, ils vont le massacrer avec beaucoup de facilité. Et puis, il y a je parlais de ce dernier massacre, hein, le massacre de Trou pour Huchet. Il est intéressant ce massacre, hein, il est terrible, hein, terrible, parce que là, effectivement, il est dénoncé par plein d'officiers, par plein de républicains, et par des républicains sur place, des républicains vendéens. Mais Huchet marchait en parallèle à une autre colonne, d'accord? Et d'un seul coup, vous avez des guides vendéens, qui guident soit l'un, soit l'autre, enfin les deux colonnes. Et ces guides vendéens vont s'adresser finalement à l'autre officier en disant attention, Huchet, il est à 2 pas, il est en train de massacrer. Et l'autre officier va dire de toute façon, je ne peux pas, je ne vais pas réussir à tenir mes hommes. C'est-à-dire qu'il est lucide, il sait que ces hommes vont partir, rejoindre la colonne qui est en train de massacrer, parce que c'est promesses de butin, etc., parce que c'est l'action, parce que c'est le massacre. Et il le dit, et il dit son impuissance. Et il en est malade, en fait, il va demander à être muté sur honte. Donc voilà, ça c'est intéressant de les suivre, ces bons hommes, de faire cette guerre au ras du sol, en même temps c'est terrible, et ça laisse beaucoup plus d'interrogations que de réponses, que de certitudes.